Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres. La Chine renforce sa coopération en Afrique après le Sénégal où il s'est entretenu avec le président Macky Sall. Xi Jinping, le leader chinois, a poursuivi sa tournée ce lundi au Rwanda. La tension persiste en Guinée. Une marche contre l'augmentation du prix du carburant a été empêchée ce lundi, mais les syndicats et la société civile ne s'avouent pas vaincus. Des représailles apocalyptiques, c'est la menace virulente de Donald Trump à l'Iran après des propos guerriers du président iranien Hassan Rouhani. Une fois encore, bonsoir. Le président chinois Xi Jinping est actuellement en visite officielle dans la capitale rwandaise. Il a entamé sa tournée africaine ce week-end au Sénégal. Au cours de son séjour dakarois, M. Xi s'est entretenu en tête-à-tête avec le président Macky Sall et a assisté à l'inauguration d'une infrastructure scellant l'amitié entre les deux pays. Retour sur les moments forts de cette première étape, c'est avec Dili Diko. Samedi, les présidents sénégalais et chinois avaient signé 10 accords dans les domaines de la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Le Sénégal et la Chine ont renforcé leurs liens économiques et commerciaux depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2005. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Des paroles auxquelles Macky Sall a répondu avec une note d'optimisme. Le parcours du peuple chinois est clairement un message d'espoir pour dire que le sous-développement n'est pas une fatalité. Dimanche, les deux dirigeants ont inauguré une arène de lutte traditionnelle sénégalaise. L'infrastructure d'une valeur de 32 milliards de francs CFA a été financée par Pékin et construite en un temps record de 28 mois, de quoi ravir les amoureux de ce sport très populaire au Sénégal. Après le Sénégal et le Rwanda, Xi Jinping se rendra en Afrique du Sud. Sa tournée africaine s'achèvera à Maurice le 29 juillet. Et pour mieux comprendre les contours de cette visite du président chinois en Afrique, accueillons Adama Gueye, journaliste, spécialiste de la Chine, auteur de Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Monsieur Gueye, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle analyse faites-vous de cette tournée africaine de M. Xi Jinping au Sénégal et au Rwanda? C'est une tournée importante qui arrive peu après la confirmation du président Xi Jinping à ses fonctions à la fois de chef de l'État de la Chine et aussi de grand patron du Parti communiste chinois, avec un statut que pratiquement aucun de ses prédécesseurs, presque même Mao Tse-tung, n'avait jamais eu. Aujourd'hui, c'est presque un empereur qui est nanti de pouvoir exorbitant avec une capacité de prendre des décisions qui arrivent sur le continent africain et donc au Sénégal et au Rwanda à partir depuis hier soir. C'est une visite importante parce que la Chine a besoin de nouer une relation stratégique avec le continent africain. La Chine est entrée dans une dynamique de compétition avec en particulier les États-Unis d'Amérique. Il lui faut trouver un espace de respiration pour éviter d'être étranglé par la domination des mers et des voies maritimes commerciales comme le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacagnang et autres par les États-Unis. Alors, plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre la Chine et le Sénégal notamment. Est-ce qu'on sait exactement ce que le Sénégal, le Rwanda ou même d'autres pays africains apportent à la Chine dans ce partenariat?
il lui apporte d'abord donc ce soutien politique, diplomatique dont la Chine a besoin dans le cadre de sa politique d'une seule Chine qui inclut Taïwan. Aujourd'hui, sur l'ensemble des 54 pays africains, seul le Swaziland est encore associé avec Taïwan. Tous les autres ont rejoint, n'est-ce pas, la Chine continentale. S'ajoute à cela le fait que la Chine a besoin du continent africain pour déployer la grande signature programmatique du président Xi Jinping, qui est le projet d'une ceinture et d'une route, à travers lequel M. Xi Jinping veut déployer plus de 1000 milliards de dollars pour construire des routes, des ports, des autoroutes, afin de contourner le risque, n'est-ce pas, d'une strangulation par les États-Unis sur les routes maritimes. Donc, à partir de l'Asie centrale jusqu'en Afrique, n'est-ce pas, cette coopération de qualité permet à la Chine de déployer sa politique majeure qui lui permettra d'avoir une projection de pouvoir et jouer un rôle au XXIe siècle. C'est en cela que l'Afrique est devenue un élément important dans la stratégie chinoise. On ajoutera que la Chine apporte à la fois ses infrastructures et son nouveau modèle de développement qui de plus en plus intéresse les pays africains. Merci Adama Gueye. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de la Chine, auteur du livre Chine-Afrique, le dragon et l'Autriche. On reste dans le même registre. Le 5e forum Chine-Afrique s'est ouvert lundi à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Ce forum s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements précédant le sommet de Beijing donc sur la coopération sino-africaine. Le forum en cours à Chengdu a attiré des centaines de représentants de la Chine et d'environ 30 pays africains. Ils discuteront pendant 2 jours de la promotion des échanges sociaux et interpersonnels entre les deux parties. Au moins 8 personnes ont été tuées ce matin par un kamikaze qui s'est fait exploser dans une mosquée du nord-est du Nigeria. L'explosion s'est produite dans le quartier de Maidari, à Konduka, dans l'état de Borno, a indiqué Ibrahim Limam, membre de la milice civile qui assiste les forces de l'ordre dans leur lutte contre les militants djihadistes de Boko Haram. Les attentats suicides contre des cibles civiles sont généralement la marque de Boko Haram. Attaque également en Somalie où des combattants islamistes Shebab lourdement armés s'en sont pris ce lundi à la base militaire de Bar Sangouni. D'après des sources militaires, les forces armées somaliennes ont repoussé les assaillants, mais des victimes sont à déplorer des deux côtés. L'affrontement aurait fait plus de 10 morts selon Mohamed Bilé, commandant des forces somaliennes. Les Shebab, eux, ont affirmé, affiliés donc à Al-Qaïda, ont revendiqué dans un communiqué avoir tué 27 soldats somaliens. En Guinée, la marche contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe a été empêchée ce lundi à Conakry. C'est la 3e semaine de contestation dans le pays. Les syndicats des travailleurs et les organisations de la société civile guinéenne réclament le prix du litre à 8 000 francs guinéens au lieu des 10 000, prix que le gouvernement justifie par la pression des institutions financières internationales et la subvention du carburant jugée très coûteuse pour l'État. Les forces sociales ne l'entendent pas de cette oreille et promettent de poursuivre leur manifestation malgré l'échec de la marche. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara. Les forces de l'ordre composées d'éléments de la police et de la gendarmerie sont les premières sur les lieux de regroupement. Mais le dispositif ne semble pas impressionner les manifestants. Après cette consultation improvisée, les manifestants commencent à se regrouper à quelques mètres du dispositif sécuritaire. Les forces de l'ordre interviennent. Quelque temps après, les meneurs livrent les premières réactions. Après avoir pillé le pays ou en continuant à piller le pays, ils veulent encore nous assujettir par la force des armes en toute violation de nos lois. Un nouveau regroupement commence, une deuxième, puis une troisième tentative de marcher, mais sans succès. Les manifestants se dispersent. Pour les autorités, une mission accomplie. On a été instruit d'éviter tout regroupement et d'empêcher toute marche dans la ville de Conakry. C'est ce qui fait que vous constatez notre présence au rond-point de
non seulement de la tannerie, mais dans tous les grands ronds-points de la ville de Conakry. Les instructions du gouverneur de Conakry, celles d'interdire la marche, ont été respectées par les forces de l'ordre qui ont procédé à des interpellations. 6 personnes doivent répondre de leurs actes devant la justice, a précisé le général Ansoumane Kamara, directeur national de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité au micro de la VOA. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Tension à Conakry et vive tension verbale entre Washington et Téhéran. Les autorités des deux pays multiplient des attaques, dégradant davantage leurs relations déjà très fragiles. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Devant des diplomates iraniens, Hassan Rouhani adresse un message à Donald Trump. Sur un ton provocateur, l'homme fort de Téhéran demande à son homologue américain de renoncer à la politique hostile à l'encontre de son pays, lui indiquant de ne pas tirer les moustaches du tigre. Nous ne voulons pas aller en guerre contre les États-Unis. L'Amérique devrait savoir que la guerre avec l'Iran est la mère de toutes les guerres. Elle doit bien comprendre que la paix avec l'Iran est la mère de toutes les paix. La réplique américaine ne s'est pas fait attendre. Dans un tweet, Donald Trump a demandé au président iranien de ne plus jamais menacer les États-Unis sous peine d'en subir des conséquences telles que peu de personnes en ont connu dans l'histoire. Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles aberrantes de violence et de mort, renchérit Trump qui invite Téhéran à la prudence. Le président répond à l'Iran et il ne va pas permettre de continuer à menacer l'Amérique. Ne cherchez pas plus loin. Celui qui cherche des histoires, c'est l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, de son côté, a comparé le gouvernement iranien à une mafia et qualifié le président Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, d'hommes de paille. Des propos qui enveniment des relations déjà mauvaises entre Washington et Téhéran. Autre actualité, pas moins de 850 réfugiés syriens ont commencé à quitter le Liban ce lundi pour rentrer dans leur pays. Ce retour est organisé en coordination avec les autorités syriennes. Le Liban, voisin de la Syrie, estime que la fin des combats dans certains secteurs reconquis par le régime de Bachar al-Assad est effective. Quelques 1,5 million de réfugiés se sont installés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie depuis 2011. Par ailleurs, les autorités de Damas ont dénoncé lundi une opération criminelle après l'évacuation par Israël de centaines de secouristes des casques blancs et leurs familles qui se trouvaient dans le sud de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle Sana. Et puis, situation alarmante au Japon, où une vague de chaleur meurtrière frappe le pays depuis le début du mois de juillet. Elle a propulsé les températures à des niveaux jamais enregistrés auparavant. L'agence météorologique japonaise a annoncé ce lundi que la température à Kimagaya, juste au nord de Tokyo, atteignait plus de 41 degrés Celsius. On estime à 26 le nombre de personnes qui sont mortes de chaleur accablante qui s'est installée au Japon en raison d'un système de haute pression persistant. Les autorités exhortent donc les résidents à rester à l'intérieur sous la climatisation. Vous regardez Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Ils sont musulmans, démocrates et espèrent changer la configuration du Congrès américain lors des élections de mi-mandat. Nous suivrons l'un d'eux dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons à la rencontre d'Annick Natacha Kouadio, jeune entrepreneur ivoirienne. Et puis en sport, 7 des 8 pays qualifiés pour la CAN 2019 des moins de 20 ans au Niger sont connus depuis ce week-end. La Zambie ne défendra pas sa couronne. Annick Natacha Kouadio est responsable du réseau local des distributeurs de riz dans les régions de Benké, Ambol et Ifou, où elle coordonne le travail de plus de 400 coopératives employant des femmes et des jeunes dans les zones rurales en Côte d'Ivoire. Elle fait partie des 22 femmes sélectionnées par le département d'État américain dans le cadre de son programme sur l'entrepreneuriat des femmes, africaines donc. Pour elle, c'est à l'université que tout a commencé. Son portrait est signé Arzouma Compaoré. Je suis Kouadio Annick Natacha, je viens de la Côte d'Ivoire. Comme je suis arrivée là, j'ai fait une maîtrise en sciences économiques. Et déjà à l'université, j'avais pour rêve de devenir entrepreneur. Avec, disons, $200, j'ai commencé à faire le commerce international. Je partais au Ghana, prendre des marchandises. Je me suis rendu compte que l'agriculture était une vraie opportunité. Déjà, le riz, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est plus de 2 millions de tonnes de riz qui doit être distribué. Et je me suis dit, en prenant de la chaîne, depuis la production, la transformation et la commercialisation, ça pourrait véritablement créer beaucoup d'emplois. Une chose que j'ai découverte, c'est qu'il y a aussi des petites entreprises aux États-Unis. Et à ces petites entreprises, l'État américain et d'autres structures, la société civile surtout, proposent des solutions pour aider ces entreprises à se développer. Donc, je me suis rendu compte que nous ne sommes pas seuls. De fois qu'on voit l'Amérique, on s'est dit qu'on est seuls, les autres sont très en avance, mais je me rends compte qu'on peut encore aller de l'avant. Vraiment, ça me donne de la motivation. Cette entreprise m'a permis d'avoir confiance en moi. Parce qu'au départ, on s'est dit qu'il fallait d'abord travailler pour les autres. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais capable de créer quelque chose et aussi offrir des emplois. Parce que grâce à mon entreprise, j'emploie une dizaine de personnes qui travaillent. J'ai même des stagiaires. Et puis, on accompagne des femmes, elles font la production de manioc. Nous, en vendant leurs produits, ça leur permet de produire plus. Donc, ces femmes ajoutent des plus-values à leur production et c'est vraiment une satisfaction pour moi. Au point de vue financier, ça me permet d'être indépendante, pouvoir me réaliser, assurer l'avenir de mes enfants, mais aussi créer de l'emploi. Pour moi, c'est important. Je me dis que la vie ne se limite pas à acheter une maison, acheter une voiture, mais il faut pouvoir impacter sa génération. Nous soutenons beaucoup nos familles, c'est une priorité pour nous. Soutenir papa, maman, les autres frères, on se préoccupe de l'avenir de nos petits frères, de tous les membres de la famille. Donc pour moi, réussir, c'est permettre la réussite de ma famille et de toute ma société. Voilà. Cette année, environ 90 musulmans américains sont en lice dans les élections de mi-mandat à travers les États-Unis. Plusieurs d'entre eux sont démocrates et espèrent faire partie de la vague bleue qui changerait le contrôle du Congrès américain. Parmi les 13 candidats musulmans dans l'État du Michigan, un jeune médecin espère entrer dans l'histoire. C'est un reportage de Khan Farabot rendu par Abdourahmane Dia. Il est jeune, charismatique et musulman, en contraste frappant avec certains de ceux qui ont occupé le plus haut poste électif du Michigan. Un poste qu'Abdel Al-Saïd pensait inaccessible, notamment à cause de la façon dont il avait été traité dans le passé. J'étais un junior au lycée. Juste après le 11 septembre, je me souviens de ce match de football. Pour la première fois, les gens m'appelaient de noms que je continue à entendre jusqu'à présent. Mais il pourrait faire l'histoire en tant que premier gouverneur musulman américain élu du Michigan et de la nation, s'il peut convaincre suffisamment d'électeurs.
Ils veulent savoir ce que je veux faire pour eux et si j'ai écouté d'abord avant de commencer à parler des choses que je veux faire. Quand ils voient ça, ils ne se soucient plus de comment tu t'appelles ou de comment tu pries. El Sayed fait partie de plusieurs candidats en lice pour les élections primaires démocrates du 7 août dans l'État du Michigan. Mais même si les électeurs du parti choisissent El Sayed comme candidat, il doit encore gagner assez de soutien pour vaincre un adversaire républicain en novembre dans un État qui a aidé Donald Trump à remporter la présidentielle en 2016. Un qui a déjà gagné le soutien de nos téléspectateurs, c'est Yacouba Ouedraogo et c'est en sport. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Coup de tonnerre pour commencer. La Zambie ne défendra pas sa couronne à la CAN des moins de 20 ans. Victorieux 1-0 à domicile à l'aller, les Chipolo Polo Juniors ont été surpris hier par le Burundi, 3-0. Et le Cameroun aussi est out. Les Lions indomptables juniors ont été balayés 3-0 également à Bamako par le Mali. Logique respectée à Lagos entre le Nigeria et la Mauritanie. Victoire écrasante des Flying Eagles 5-0. Samedi, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont décroché leur ticket. Le dernier qualifié, lui, sera connu le 12 août à l'issue de la double rencontre entre le Bénin et le Ghana. La compétition, elle, aura lieu du 2 au 17 février 2019, donc au Niger. Nous restons sur le continent. La CAF appelle au travail après l'échec des représentants africains au Mondial 2018. Les pays qui ont représenté l'Afrique à la Coupe du Monde et la CAF se sont réunis à Rabat au Maroc donc pour chercher les causes de la pire participation du continent à un mondial depuis 1982. Pour Ahmad, président de la CAF, ce bilan maigre et inquiétant doit inciter les coachs d'expérience, les légendes, les spécialistes et les experts à une remise immédiate au travail en vue de Qatar 2022. Deux sélectionneurs, Gernot Rohr du Nigeria et Aliou Cissé du Sénégal étaient présents. Voici ce qu'en pense Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga, joint sur place au téléphone. Je suis tous déçus qu'il n'y ait pas eu d'équipe africaine au deuxième tour. Ces compétitions-là doivent nous permettre de mûrir et de continuer le travail. Donc il y a aussi, ne pas oublier, il n'y a eu que 5 équipes africaines dans ce mondial-là. Donc si on doit faire une comparaison entre le Gratin africain et celui d'Européen et l'Amérique du Sud, je crois qu'ils ont plus d'équipes que nous sur la scène internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler là-dessus, à faire comprendre tout simplement que 5 équipes africaines, ça ne suffit pas. Il nous faudra peut-être une dizaine d'équipes africaines. Sur ces 5 équipes-là, si vous rajoutez l'Algérie, vous rajoutez le Cameroun, vous rajoutez la Côte d'Ivoire, c'est sûr et certain qu'au deuxième tour, on aura une équipe africaine. Fois donc d'Aliou Cissé en Europe, la fédération allemande rejette les accusations de racisme dans l'affaire Özil. Nous rejetons catégoriquement le fait que la fédération allemande de football soit associée au racisme, a assuré l'instance nationale du football allemand, dont le président Reinhard Grindel a été mis en cause par le champion du monde 2014 aux origines turques. Mesut Özil a annoncé hier sa retraite internationale, accusant notamment ses détracteurs de racisme, en particulier le président de la fédération allemande de football. Et donc c'est ici qu'on s'arrête pour ce qui est de l'actualité sportive et on se dit à demain. Merci Yacouba et à demain donc. Comic-Con, dite la plus grande convention de son genre, s'est déroulée ce week-end en Californie à San Diego. Cet événement de 4 jours, vieux de presque 50 ans, célèbre non seulement les bandes dessinées, comme le suggère son nom, mais aussi les films, la télévision et les jeux vidéo et attire des fans de partout dans le monde. Notre correspondant Elisabeth Lee nous emmène à l'intérieur de cet événement culturel avec une influence globale. Le récit est de Lily Erling. À Comic-Con, les fans de tous les âges peuvent devenir ce qu'ils veulent. Si tu ne te sens pas à l'aise chez toi, si tu aimes ces choses-là et personne ne te comprend vraiment, ici, tout le monde te comprend et on a tous la même passion. On est unis dans notre amour de la culture pop. Originaire de l'Iran, Sohil Bezad se rappelle quand il a lu sa première bande dessinée Spider-Man. C'était traduit en farsi, c'était dans le journal. Aujourd'hui, il a la chance de voir les super-héros sur le grand écran. C'est une des raisons pour lesquelles l'événement s'est développé en une expérience multimédia depuis la première édition il y a presque 50 ans.
On a des personnes de plus de 80 pays qui viennent aux États-Unis et des médias d'une trentaine de pays. Donc c'est vraiment un phénomène mondial. Je pense que ce pays a une merveilleuse capacité de promouvoir les films et d'autres formes d'art pour un public international. Les organisateurs disent que cette année, plus de 135 000 personnes sont venues participer aux expériences immersives et interactives. J'adore les bandes dessinées, les films et les séries télé en général. J'ai grandi avec les médias. Ce qui est vraiment cool pour moi, c'est que ça transcende les barrières linguistiques, culturelles, tout quoi. De plus, les fans peuvent donner leur opinion sur les nouveautés dans l'industrie du divertissement pour faciliter l'éclosion de nouveaux personnages et de contenus variés dans le futur. L'Association américaine des accordéonistes célèbre cette année son 80e anniversaire dans le cadre de ses activités. Dans les cadres des activités marquant cette célébration, plusieurs accordéonistes se sont réunis à Alexandria, dans l'État de Virginie, ici aux États-Unis. Lors de ce festival annuel, les joueurs d'accordéon des États-Unis et d'ailleurs font valoir leur talent et partagent leurs idées. Certains ont juste commencé à apprendre, tandis que d'autres ont joué pendant des années. Mais peu importe le type de musique jouée, les accordéonistes espèrent que la jeune génération continue la tradition musicale. Allons au Royaume-Uni pour une course pas comme les autres. Elle a rassemblé samedi dernier plus de 150 escargots lors du championnat du monde d'escargots, un événement qui se déroule depuis les années 60. Les participants sont maintenus au-dessus d'une table avec un tissu humide. Le tissu contient 3 cercles. Les escargots sont placés autour de la jante du milieu et le premier à atteindre le cercle extérieur est considéré comme gagnant. Tout le monde peut prendre part au championnat cette année. C'est un escargot du nom de Osta qui a remporté la compétition. Et en guise de récompense, il échappera à la mort et donc ne finira pas au fond de la marmite de son propriétaire, Joe Waterfield. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même lieu, même heure. Très belle soirée sur VO Afrique.